Aïe-billah mina shaitan rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Chers spectateurs, merci, internautes, merci de participer à la conférence de ce soir qui a lieu à la vision phare de la décolonisation. D'abord, il faut d'abord contextualiser cette conférence. Elle a été prévue de longue date, elle n'a rien à voir avec les récents événements qui ont secoué une banlieue de la capitale. D'ailleurs, à ce sujet, Charlie peut en témoigner. Nous, en tant qu'ARD, nous avons été, même ARD ou pas ARD, des gens de bonne volonté ont été sur place pour calmer les différentes communautés. D'ailleurs, une réunion aura bientôt lieu entre les jeunes de toutes les communautés pour préserver, pour étudier les voies et moyens de préserver la paix civile ensemble. C'est pour ça qu'aucun d'entre nous n'a fait des vidéos en langue afar, façon complot. Tout ce que nous disons, nous le disons en langue française pour que nous soyons compris de toutes les communautés. Et plus tard, Inch'Allah, nous le ferons en afar comme nous le ferons en Somalie, dans une réunion où toutes les deux communautés seront représentées. Ça ne nous rapporte pas que des enfants et des femmes soient violentés dans l'un des quartiers le plus pauvre de la capitale. Donc, l'objet de ce soir était prévu de longue date. Voilà ce que je voulais dire. Ça n'a rien à voir avec le fait politique. Je n'ai pas de casquette ARD, je suis avec des historiens pour parler des faits d'histoire. Maintenant, si vous voulez, il y a un parallèle entre la colonisation et la décolonisation. Autant la colonisation s'est concentrée sur Djibouti-Ville, la capitale, autant on a donné l'impression que la décolonisation également était un fait urbain à partir des années 50. Donc nous avons pris nous avons décidé de parler de tout ce qui s'est passé avant les années 50, c'est-à-dire des origines jusqu'à l'urbanisation de la lutte pour l'indépendance. Ce que l'on peut dire déjà, c'est que le changement de dénomination, le passage du territoire de bloc indépendance à côte française de Somalie n'était pas la reconnaissance des Somalies, mais la négation des Afars en tant que peuple qui habitait cette région. Pourquoi l'État postcolonial a fait la même chose en niant qu'il y a eu une présence il y a une lutte, résistance contre la présence française ailleurs qu'à Djibouti-Ville et pas avant les années 50 et personne d'autre que les Somalis. Donc c'est une version biaisée de l'histoire que nous remettons ce soir en question et l'objet de cette conférence, c'est de réparer cette injustice car autant la colonisation se justifiait par une prétendue mission civilisatrice, autant la dictature inculque chez les gens, chez les Afars surtout, jeunes Afars, un sentiment d'infériorité qui justifierait leur état de citoyen de seconde zone. Donc, en quelque sorte, cette conférence participe du combat démocratique pacifique au sens où elle conscientise la jeunesse et on réexhume l'histoire pour comprendre le présent et préparer le futur. Plus tard, Inch'Allah, un ouvrage collectif avec des gens qui nous manquent ce soir, tels que Alouane Daoud, Arem Souley, Ali Kouba, Ali Tosh et d'autres compétences que nous n'avons pas eu le temps d'associer à cette soirée, qui nous en excusent. Donc, un ouvrage collectif, c'est une sorte d'encyclopédie de l'affaire est envisagé. Donc, il s'agit de restaurer la dignité pour restaurer la citoyenneté. Donc, nous allons débattre de ce combat initial contre l'implantation coloniale avec un spécialiste incontesté du sujet, Dr Addawa, docteur en histoire, dont la thèse portait justement sur le fait colonial, son existence, son installation et la résistance qui lui a été opposée dès l'origine. Donc, pour cela, je serai avec un autre historien que tout le monde connaît, même si on ne connaît pas sa partie, cette compétence-là. C'est Charlie, on le voit beaucoup plus dans les aspects lutte sociale, mais c'est un historien estampillé. Mais tout d'abord, voilà, donc c'est de cela. Donc, une fois que j'ai posé, pour prouver que tout ce dont nous allons parler a déjà été écrit, dit et redit, je vais vous lire l'article qui a été consacré à ce sujet par le journal Réalité, dans une série d'articles qui s'intitulait « La colonisation française, le péché originel », dont la première partie a été diffusée hier soir. Et cela en juin 2002, c'est-à-dire il y a 19 ans. Donc, ce n'est pas nouveau, même si on comprend les légitimes suspicions, considérant la situation qui prévaut essentiellement à cause de ce qui se passe donc, en Éthiopie et son impact négatif sur la paix sociale ici. Sachant qu'il en aurait été autrement si l'on pensait ici
le régime djiboutien n'était pas impliqué dans ce qui se passe en Éthiopie. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'objet de ce soir. Donc, voici le numéro du journal Réalité consacré justement à l'aspect phare de la lutte contre l'implantation coloniale et la résistance armée qui lui a été opposée. D'ailleurs, la thèse de Dr Adawa allant dans le même sens nous en dira beaucoup plus tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, permettez, voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'en guise d'introduction, je vous présente le cadre général et le péché originel du premier traité et sa falsification. Puis, à Down, nous aborderons les différents traités de paix conclus par la suite par la France avec les autorités traditionnelles de Tadjoura et de Gobad. Voilà, et par la suite avec l'aide, le soutien de l'ami Charlie, le renfort de Charlie, donc sera abordé le chapitre relatif aux combats qui ont opposé les Afars, refusant cette implantation militaire à la puissance coloniale du nord au sud, et même l'ingérence italienne tout aussi violemment combattue, notamment à Khorangar. L'ami Adawa nous en dira beaucoup plus. Donc, avec votre permission, je commencerai, j'irai à l'essentiel qui a déjà été exposé il y a 19 ans dans, le journal, dans les colonnes du journal l'ARD, donc sous la responsabilité du président de l'ARD de l'époque, Allah Hamou. Donc, restituer l'intérêt de la France dans le contexte de... Donc, voilà, je vous lis, si vous permettez... ce qui a été écrit dans le journal Réalité, in extenso, pour vous montrer qu'on inventerait plus tard, d'ici demain ou après-demain, la photocopie sera mise en ligne, Inch'Allah. Donc, je vous lis texto. En prévision de la prochaine ouverture du canal de Suez et des bouleversements que cela entraînerait, la France étudiait la possibilité de prendre pied dans cette partie méridionale de la mer Rouge. À la suite de l'assassinat du consul honoraire de France à Aden, l'amiral vicomte Alphonse Fleuriot de Langle fut chargé d'une double mission, enquêter sur les circonstances de cet assassinat et évaluer les qualités nautiques de la rade de Bok. Ayant mené à bien ces deux missions, l'amiral a été mis en contact avec le sultan de Rahat à l'époque, dont relevait cette région convoitée. Ce sultan, donc, Dini Mohamed Burhan, acceptant l'invitation du gouvernement français, se rend ensuite à Paris en compagnie de l'amiral. Il signe le fameux traité du 11 novembre 1862. Dans ce traité, en version française faisant foi, se glisse un mensonge originel qui va compliquer les relations entre les deux parties. Tout d'abord, le nom du sultan est falsifié. Dini Aboubaker a été remplacé par Dini Mohamed Burhan a été remplacé par Dini Ahmed Aboubaker. Le sultan y est présenté comme mandataire d'autres chefs, ce qui ne peut pas être le cas. Et la cession des rades, port et mouillage en simple location a été présentée comme cession en toute propriété. C'est-à-dire une location a été transformée en vente, ce qui était faux parce qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure si vous permettez. Un sultan ne peut pas vendre la terre parce que la terre n'appartient pas au sultan. Donc, 22 ans après la signature de ce traité, la France a nommé à Obok son premier représentant en la personne d'un jeune diplomate, le vicomte Léonce Lagarde de Roufroy, commandant de la colonie d'Obok, ministre délégué, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France auprès du roi Ménélique d'Éthiopie. Ce qui crée la confusion, c'est que Lagarde était en même temps l'ambassadeur du roi Ménélique auprès de l'empereur des Français, Napoléon III. Alors, est-ce qu'il gérait le territoire pour la France, ou bien pour l'Éthiopie, ou bien pour les deux? Il y a un amalgame. Donc, dès son arrivée en août 1884, Lagarde recrute quelques soldats yéménites pour assurer sa protection et plante le drapeau français à Khorangar qu'il prétend propriété française. La protestation vigoureuse et immédiate du sultan de Rahat exige que la France se retire non seulement de Khorangar, mais également de Bok, a donné lieu de la part de Lagarde à une réaction tout aussi immédiate et vigoureuse de répression, mettant en état d'arrestation le fils et le petit-fils du sultan signataire, c'est-à-dire Hamad Dini Mohamed et Dini Burhan Dini. Les ayant fait prisonniers, Lagarde décida de leur déportation vers Marseille. Et là, ils ont préféré prendre le risque de se faire dévorer par le requin plutôt que d'être prisonniers. Ils ont sauté par-dessus bord. Donc, à ce moment-là, le sultan de Rahat, voyant que la situation s'envenimait et qu'un retour en arrière n'était pas possible, s'est lancé dans la mobilisation guerrière pour chasser les Français d'Obok par la force. À ce stade, le gouvernement italien, parce que l'Italie était implantée à Assab et exerçait un protectorat sur Rahat, a entrepris de modérer les ardeurs belliqueuses du sultan d'une part et d'autre part d'exiger que la France apporte la preuve de ses prétentions territoriales. Et c'est cela l'aspect le plus important, c'est qu'il y a eu une médiation.
Donc, pour examiner cette importante question de savoir si ce territoire avait vraiment été vendu par le sultan à la France, une réunion de haut niveau entre les deux puissances coloniales s'est tenue à Paris le 29 novembre 1884 entre Jules Ferry, ministre français des Affaires étrangères, et le Signor Manabera, ministre italien, délégué plénipotentiaire, ambassadeur d'Italie à Paris. Les prétentions françaises sur lesquelles la France avait acheté en toute propriété au Boc et ses environs ont tout simplement été démenties et il a été à la France de se retirer immédiatement de Korangar. C'est-à-dire que la France, dès l'origine, a falsifié les conditions de son implantation voilà. Donc, ensuite, les Italiens sont installés au nom du protectorat de Rahaito jusqu'au 17 novembre 1917, date à laquelle leur garnison a été détruite par le conflit entre Rahaito et les Italiens. Donc, le conflit entre le sultan de Rahaito et les Italiens basé a éclaté lorsque les autorités italiennes ont décidé de lever Cheptel, donc devant le refus de Rahaito de payer. Il y a eu une guerre entre ces Afars et les Italiens avec l'aide de renfort des Débnés du sud-ouest, le regretté Hadji Ali, Hadji Abbad, etc. y ont participé. Donc voilà, dès lors, le représentant de la France a entrepris sans tarder les préparatifs pour le transfert de l'administration contestée d'Obok vers Djibouti, Gabod, déjà proposé aux Français par le pacha de Zeyla, Aboubakr Ibrahim Chehen. Voilà, donc la suite de Dr Adda, vous m'excusez d'avoir été un peu long. Donc voilà, la France s'est installée illégalement à Obok. Une fois qu'elle en a été chassée, elle s'est repliée sur Djibouti, laissant l'arrière-pays aux Italiens qui ont voulu l'annexer, mais qui en ont été chassés. Donc, que s'est-il passé à partir du moment où la France s'est installée dans la rade de Djibouti? C'est-à-dire, qu'a fait la France avec le sultanat de Tadjoura, avec le sultanat de Gobad? La parole est à vous, docteur. Merci de m'avoir écouté. Merci, docteur M. Kassim Ahmeddine. Merci pour cette connaissance historique indiscutable. Effectivement, vous avez raison de signaler que la présence militaire, enfin, les traités de 1862, déjà, je dois vous parler de ce qu'il y avait avant 1862. Donc, avant 1862, déjà, il y avait les royaumes d'Adal, ce qu'on connaissait sous le nom de royaume d'Adal, ce que les Somalis appelaient Odali, le royaume d'Ali, les Amhara Adal. De l'autre côté, bon, qui était divisé en deux, il y avait le royaume d'Ankali et le royaume d'Adal. Bon, passons tout ça pour dire que la colonisation française va arriver avec le traité de Paris le 11 mars 1862. Or, pourquoi ce traité de 1862 a été signé? Parce qu'il faut savoir que l'objectif de ces traités du côté Afar, mais aussi du côté français, nous allons y revenir. Du côté Afar, parce qu'à cette époque-là, la puissance qui était importante, qui avait de la puissance dans la mer Rouge, c'était la Turquie. Là où la Turquie, et puis la puissance turque diminuant, donc c'est l'Égypte qui prenait avec Khedive Ismaïl de l'importance dans la région. Or, les Afars avaient des problèmes avec les Égyptiens à cette époque-là. Ils avaient des problèmes avec les Égyptiens parce que la Turquie peu à peu cédait sa place à la Turquie. Donc, c'est dans les Afars ne voulaient pas les ingérences de la Turquie dans les affaires intérieures. Donc, si le traité de 1862 a été signé avec la France, c'est parce que les Afars considéraient la France comme digne de confiance, comme sincère, comme honnête et comme protecteur contre les Égyptiens. Et voilà, là où ça a commencé. Donc, le traité a été signé, comme dit Kassim Ahmeddine. Il y a eu dans ces traités beaucoup de mauvaise foi. Beaucoup de mauvaise foi. D'abord, le signataire du traité, Dini Mohamed Bourhan. Ensuite, il y a tellement de... Il y a Utban Ahmed Koula, qui est confondu avec Dini Mohamed Bourhan à un moment, dès le début. Heureusement,
qu'est-ce qui nous a permis de voir qu'il y avait toutes ces erreurs? Avant tout, c'est d'abord des recherches que nous avons effectuées sur le terrain. Mais c'est surtout la version arabe du traité. Heureusement qu'il y avait la fonction arabe du traité de 1862 que nous avons entre nos mains et qui montre qu'il n'y a jamais eu de sécession. Il y a eu un accord de coopération et d'amitié entre les sultans Afar et le ministre français des Affaires étrangères. Et que ça s'est passé à Paris. Et c'est un ministre officiel qui a négocié avec un sultan Afar. Mais ce n'était pas la cession, parce que d'après les documents que nous avons, et je ne vais pas trop tarder là-dessus, dès 1862, 1863, le sultan Dini Mohamed Burhan, le démon, à Monge. Monge, c'est un ambassadeur de France à Sanaa, à Aden. Et puis, il y a aussi Gilles Borrelli. Gilles Borrelli, il dit effectivement, il n'y a pas eu de session. Ils ont donné un petit drapeau à un certain Batiro, un Afar, qui s'est promené avec, qui s'habillait avec. Et pendant de 1862 à 1869, c'est la fin c'est lorsque le canal de Suez a été creusé. 1869, le Khedive Ismaïl, non seulement il a fait des grands travaux en Égypte, mais là, vraiment, lorsqu'il a ouvert le canal de Suez, il a ouvert la Méditerranée, la mer Rouge et la Méditerranée. Donc, il a fait une grande révolution avec d'ailleurs un ingénieur français. Passons. Tout ça pour revenir à cette Égypte, en Égypte, les Français se souciaient tellement peu de Bok. Contre un immeuble, il va donner le comptoir de ce que vous appelez la colonie de Bok. Et en 1875, j'espère que je ne suis pas très long, je vais vous laisser. En 1875, c'est l'Égypte, à travers Muzinga, qui intervient à partir de Tadjoura parce que pour les Égyptiens, si vous voulez, les sources du Nil se trouvent en pays Afar, dans l'Aoussa. Donc, Muzinga a monté une expédition en octobre 1875, à partir d'ailleurs, le fort est toujours là, le fort de Tadjoura est là, je vais vous le montrer. Donc, à partir de ces forts de Tadjoura, ils vont monter c'est dommage que je ne le trouve pas. Vous savez, quand vous allez à Tadjoura, il y a un fort qui surplombe la ville, à l'ouest. Donc, c'est à partir de ces forts qu'ils vont essayer d'attaquer. Voilà les forts. Les forts, est-ce que vous voyez? Que je vais vous présenter tout à l'heure. Ça, c'est les forts de Tadjoura. C'est à partir de ces forts que les Égyptiens vont attaquer, vont se préparer et attaquer. D'abord, il y a une première partie qui va partir avec un navire, descendre à Goubet al-Kharab, et l'autre partie qui va passer par Sagalou, Galifou, Gamari, et qui vont attaquer le sultanat d'Aoussa, à Oudoumi, au piémont de Oudoumi. C'est là qu'ils vont rencontrer le sultan de Boubat, Mohamed Louita, un grand sultan d'ailleurs, qui va mettre, on ne va pas rentrer vraiment trop dans les détails, mais qui va mettre au courant le sultan Mohamed Hamfali. Et là, il y a bataille, il y a une véritable bataille qui a lieu. Donc, Muzinga sera tué dans cette bataille à Oudoumi, au lac Oudoumi. Et sa femme, il croyait tellement facile qu'il avait amené sa femme, il avait amené l'ambassadeur, le représentant de l'Éthiopie avec lui. Et il y a eu à peu près plus de 300 morts dans cette bataille. Et au retour,
ils ont été refoulés, hein. Même les armes leur ont été repris. Et au retour, ils seront accueillis par le peu qui vont revenir, parce qu'ils peuvent revenir. Beaucoup vont rester dans la région de Gamari. Hein. Beaucoup des Égyptiens vont devenir Afar. Je connais plein. Donc, qui vont rester à Gamari. D'autres vont revenir. Et ces peu qui vont revenir seront accueillis par Kamel Haddaiti Kamel, le fils d'Abou Bakr Bacha, qui était le chef de Tadjoura à l'époque. Donc, tout ça pour vous dire que l'Égypte, à partir de cette défaite, va connaître une décadence. Sa décadence va se confirmer parce qu'il y aura aussi la défaite de Harar. À Harar aussi, ils vont attaquer Harar par Zera, Geldessa, Harar, où ils seront épaulés effectivement mais avant 1815, à la même époque, ils vont aussi connaître une autre défaite à Gundat, en partant de Massawa. Ils vont connaître une autre défaite. Mais pour résumer, c'est la révolte des Mahdi va obliger les Égyptiens à quitter définitivement Tadjoura, Zeyla, Harar et à laisser leurs Berbera. Leurs implantations somaliennes seront reprises par les Anglais parce que c'est les Anglais qui vont coloniser les Égyptiens. Et le Tadjoura restera vraiment indépendant jusqu'à 1927. Nous y reviendrons. Boba aussi. Et ensuite, c'est à peu près à cette époque en 1881-1882 que la colonisation anglaise mettra ses pieds dans la comme bien avant elle, à partir de 1869, la colonisation est prise. Pour un peu vous montrer un peu la première partie de notre discussion, porte sur cette période où la France n'est pas présente. Le seul qui est présent, ce sont des commerçants. Celles qui sont présentes, ce sont des commerçants, Denis de Revoix, Arnaud. Pierre Arnaud. Pierre Arnaud. Pierre Arnaud. Voilà, merci. Oui. Voilà, c'est Pierre Arnaud qui sont là, mais ils sont pas protégés par la France. Ils ne sont pas protégés par les militaires français, parce que les militaires français ne sont pas là déjà. Hein, et deux, parce qu'officiellement, la France dit on ne peut plus protéger les quelques commerçants qui vont venir. Mais lorsque, en 1883, pour la première fois, c'est Kono et Lagarde qui arrivent à Obok. Donc, lorsque Kono et Lagarde viennent à Obok, ils se rendent compte que c'est un pays. D'ailleurs, Lagarde l'écrit dans son rapport. Il dit les Afars ont combattu les Égyptiens, ont tué Mouzinger et ses mercenaires. C'est un État indépendant. Donc, au début, il vient comme étant quelqu'un qui était conscient des difficultés avec Kono. Ensuite, il vient avec... c'est lui qui change les traités. Le traité de 1862 sera... D'ailleurs, j'aurais aimé quand même qu'on voit les deux traités, un en arabe, l'autre en français. Celui qui était en français a été complètement remanié, revu. Non seulement il y a des erreurs, on comprend. Les Français ne connaissaient pas les affaires. Effectivement, ils ont fait semblant parce qu'il y avait le traité de 1885 devant les Européens qu'il fallait justifier. Donc, ils ont pris des noms, ils ont falsifié des noms, mais à partir de 1884, 83-84, Lagarde va complètement changer. Il va ajouter des additifs comme quoi le Ras-Roud, soi-disant Goubet al-Kharab, fait partie de donations en 1862, ce qui n'est pas vrai. Il n'a jamais été donné. Ces territoires n'ont jamais été l'objet d'un don. Ça n'existe pas, la cession, le don ou le territoire en affaires. Dès le début, le sultan du Rahaïta le lui a bien dit. Mais en 1884, il ajoute le mot Djibouti.
Et il écrit J-I-P-O-T-E. Ça n'existait pas dans le traité de 1870. Or, quand on regarde, quand il fait ça, c'est parce qu'il avait des problèmes, avec le sultan de la Haïto. Et qui l'ont prié, mais j'ai les documents, qui l'ont prié de quitter au bord, parce que ce n'était pas les termes de l'amitié qu'ils avaient signé avec la France. Ils avaient dit, nous, on vous donne pour un bail bien déterminé et pour pouvoir faire travailler les gens et pour pouvoir nous protéger contre les Égyptiens, mais ce n'était pas pour nous imposer une culture, une langue, des gens, des travailleurs extérieurs venus de travailleurs étrangers venus du Yémen. Voilà, c'était ça à peu près. Voilà, moi je vais m'arrêter là et on va continuer avec les autres parce que je crois que j'ai parlé à peu près. Si Charlie me permet, j'aurais une question. Si Charlie me permet, j'aurais une question à vous poser, Dr Adda. Oui. Oui. On peut donc estimer que, en premier lieu, l'installation de la France en rade d'Obok était une nécessité, était commerciale. Donc c'est la rade d'Obok qui a été louée à la France. Commerciale et économique. Exactement. Voilà, c'était une nécessité commerciale, effectivement. Voilà, c'est-à-dire le trafic maritime allant de la métropole jusqu'en l'Indochine, Cochinchine et les comptoirs coloniaux de France en Inde surtout, Chandernagore, Pondichéry, Madras, Kassim, est-ce qu'on peut penser qu'après avoir évacué la rade d'Obok pour aller s'installer à ce qui allait devenir Djibouti, est-ce que l'intention coloniale n'a pas changé, c'est-à-dire de mettre cette colonie au service de l'Éthiopie à travers, par exemple, la construction du chemin de fer? Et dans ce cas-là, est-ce que quelque part l'Éthiopie n'est-elle pas elle-même une création coloniale d'un point de vue, d'abord une création impériale, c'est-à-dire les peuples des plateaux, les chrétiens qui sont imposés en conquérant les terres des musulmans Oromo et Somalie surtout, parce que jusqu'à l'arrivée de Ali Mirah, jusqu'à la curialisation d'Ali Mirah dans les années 40, les chrétiens Amhara et Tigré n'arrivaient pas jusqu'à Aoussa. C'était la guerre. C'est-à-dire les pouvoirs politiques afars traditionnels ne reconnaissaient pas l'empire chrétien. Est-ce que donc l'implantation de la France à Djibouti n'a pas changé la donne, donc de se mettre au service de l'empire chrétien d'Éthiopie, et donc pour ce chemin de fer ramener une main-d'œuvre étrangère, parce que la rade de Djibouti, il n'y avait pratiquement personne. Et surtout, la rade de Djibouti ne relevait d'aucun sultanat constitué ni Obok ni Tadjoura. Peut-être ça relevait du sultanat Adal, deux siècles avant, mais ça n'existait pas. Est-ce que l'intention commerciale de la région en conquête militaire au service de l'Éthiopie? Voilà, docteur, parfaitement, je peux répondre parce que effectivement, cette installation est une installation avant tout commerciale. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est la route, une fois ouvert le colonel de Suez, c'est une route qui va vers Madagascar, l'Indochine, Madras, Pondichéry. Donc, c'est avant tout un comptoir commercial. Ensuite, comme tu l'as dit, c'est aussi dans l'intérêt de l'Éthiopie que cette colonie a été construite, a été imaginée. Parce que la garde, c'est quelqu'un qui était très proche de l'Éthiopie. D'ailleurs, il va finir comme ambassadeur en Éthiopie en 1899. Donc, tout ça parce que la région, la colonisation française, j'ai l'impression qu'elle a été d'abord, comme tu dis, commerciale pour pouvoir atteindre l'Indochine, Madras et Pondichéry. Elle a été aussi dans l'intérêt de l'Éthiopie parce qu'ils vont faire un port, alors que nous avons un document comme quoi les ports, le meilleur port qu'on puisse construire, je peux vous le montrer. Je viens d'avoir ce document il n'y a pas longtemps.
Et c'est un Français qui est là-bas, à cette époque-là, qui l'écrit. Il dit que le meilleur port, et si la France a créé un port à Djibouti, c'est dans l'intérêt exclusif de l'Éthiopie. Chose parce que moi, maintenant, je consulte les archives à Istanbul. Il se trouve que Bok était une ville par laquelle on allait à la Mecque. C'était une route névralgique. J'ai des documents aussi inédits là-dessus. Toute la corne de l'Afrique passait par Obok pour aller à la Mecque. Donc, c'était une ville qui existait, c'était une ville vraiment précoloniale. C'est pourquoi la France a changé le nom de Hayou en Obok. Parce qu'ils ont trouvé sur place des Arabes, c'était une ville cosmopolite. Ils ont trouvé des Darod. Par exemple, le consul, le monsieur avec qui, celui qui s'appelle Radi Shamsan, c'est un Arabe. Donc, ils ont trouvé un petit melting pot à Obok, et Obok était aussi un lieu pour aller à la Mecque. Donc, là, je peux vous confirmer, j'amènerai le document à l'appui. Obok est et reste le meilleur port qui puisse être créé en République de Djibouti. Mais j'ajouterai enfin que dans cette intention française vers Djibouti, il y a On ne vous entend pas, docteur. L'intérêt de l'Éthiopie, c'est de Djibouti à Obok en 1887. Je m'arrête là. Complément d'information par rapport à le dire de docteur Adawa et de Taki. Oui, effectivement, au départ, les Français voulaient se créer une place parce qu'ils ont sur de 1858-59, à Assab, avec le grand chef des Ankala, Kalaïso. Et puis, simplement, les Français, accusant un retard par rapport aux autres puissances, les Français, les Italiens et les Anglais, voudront, par tous les moyens, en profitant justement de la discorde entre les Afars et les Ottomans, mais surtout la représentant les Égyptiens, on va profiter de cette discorde parce que les Égyptiens étaient indisciplinés. D'abord, ils sont commandés par un mercenaire, un Warner Muzilia, c'est un mercenaire, parce qu'à l'époque, l'Égypte d'Ismaël Khedive recrute beaucoup des mercenaires européens, des Suisses, des Allemands, etc. Ce sont cette horde d'hommes indisciplinés qui vont s'installer d'abord à Tadjoura et puis à Sagalou. Et le sultan de Tadjoura va adresser ses plaintes et doléances auprès du sultan de Gobak, qui est un peu le représentant de l'état-major militaire. C'est ce dernier qui va justement préparer une sorte de guet-apens pour éliminer les Égyptiens. Et Jules Borelli, y compris Paul Soleillet, mentionne dans cet ouvrage que le sultan Ahmed al-Aïta viendra raser le dernier pavillon égyptien à Sagalou, et écraser tout ça et imposer une présence française. Il y a un dicton chez nous dans le Gobak qu'on dit que le sultan Ahmed al-Aïta aurait dit, d'abord son père aussi, il a dit les Français, on a fait le choix volontaire de faire le pacte avec les Français par rapport aux Italiens qui vont vous adonner à la jouissance de la vie, contrairement aux Anglais aussi qui vont combattre votre religion. Ça, on a eu avec les Madmoullah, ça, on sait ce qui s'est passé. Les Français ne changeront rien à votre quotidien, ils ne vous aideront pas, mais ils vont vous laisser tel que vous êtes. C'est un peu ça aussi. Les religions sont toujours dans la merde. Je pense que ce n'est pas un pari gagnant pour nous. Et donc, on a fait le choix des Français qui n'ont rien touché à nos traditions, à nos mémoires et tout ça. Voilà. Et oui, Kassim, je voulais un peu rajouter à ton information. Déjà, en 1839, le roi Théodros, le roi abyssin qui est intégré, il envoie une lettre à Louis-Philippe qui dit qu'il ne faut pas donner des armes au peuple musulman des côtes. Il y a une lettre, hein. Je pense que tu te rappelles de cette lettre qui dit qu'il faut vraiment éviter, parce qu'il y a eu ce traumatisme depuis le péril d'Ahmad Goura. On refuse parce que déjà, un nouveau péril s'est créé au 19e siècle, que vous connaissez tous, au Soudan, hein, avec les Mahdi.
et puis qui sera un peu relayé plus tard par Saïd Abdullah Hassan. Donc, on a cette série, il y a cette crainte, on veut toujours sauver le royaume de prêtre Jean. Et donc, c'est dans ces contextes-là qu'il y a une volonté délibérée, double volonté, hein. Un, de faire d'Obok et de Djibouti de manière générale une plateforme de commerce et d'échange, une rade pour passer à parce que ça, c'est la version officielle qui vient de dire, hein, vers l'Indochine, Madagascar, Réunion. Mais il y a les projets intentionnels sous-jacents qui fait que non seulement on va utiliser cette plateforme sécurisée, parce qu'avec une présence de la garnison militaire française, hein, une plateforme sécurisée pour créer ensuite, deuxième intention, un État fictif chrétien, parce que les hauts plateaux Habasha, c'est pour nous les Tigrés et les Amhara, c'est les hauts plateaux, c'est les Godjam, les Begmader, les Gondar et les Tigray. Mais ça n'a jamais été cette Éthiopie. Cette Éthiopie, elle a été, vous le savez, il y a des articles sur ça, on a beaucoup de livres de référence, des ouvrages de référence, le commerce des Arabes des armes en Abyssinie, et ça montre tout simplement qu'avec, de manière simple, comme tu disais, donc, pendant 22 ans, il n'y avait pas un vrai État français de 1962 à 1900. Mais si, ils ont délibérément envoyé des voyageurs, des explorateurs, et surtout des contrebandiers d'armes qui ont armé spécialement, c'est bizarre, docteur, uniquement, d'abord les Tigrés, Yohannes Théodros, et ensuite Ménélique qui étaient armés spécialement. Mais pas les autres. Les autres n'ont pas eu d'armes. On était des convoyeurs d'armes, donc c'est pas normal. Juste que dans cette période-là, on n'utilisait pas les armes à feu. Même la bataille des Arago, c'est des affaires qui portent des poignards qui se battent contre des Égyptiens avec des armes et des TM. Donc, les rapports étaient inégaux. Les affaires ne savaient pas utiliser. La première fois que les affaires de Djibouti découvrent les armes à feu, c'est des Somalis qui viennent de Zéla, je pense que c'est des Gadaboulti, ça a été armé par les Anglais en 1896, la bataille des Gagadé. C'est là que les Debrés découvrent pour la première fois les armes à feu. Et donc, c'est pour te dire tout simplement qu'il y a eu cette volonté de créer cet État fictif de l'Abyssinie, de l'Éthiopie, pour soumettre le peuple musulman de la Corne d'Afrique, et en même temps utiliser pour eux, Djibouti, comme cette plateforme d'échange des commerces, et sécuriser, hein, comme je dis, sécuriser, pour que cet empire puisse survivre pendant des siècles et des siècles. Merci. Merci à toi, Charlie. Donc, je vais laisser la parole à Kassim. Oui, Kassim, tu m'as entendu, j'espère. Donc, on peut supposer que comme le traité originel a été falsifié, les traités par la suite avec les sultanats de Tadjoura et de Gobad l'ont tout autant été. La preuve, les dignitaires de ces deux sultanats ont été tous déportés. Donc, ce qu'il y avait un problème. En fait, la France voulait transformer en conquête ce qui n'était que des accords commerciaux. Parce que partout, encore une fois, je le dis, dans le droit foncier afar, la terre n'appartient pas à un sultan et le sultan ne peut pas vendre la terre. Chez nous, chez les afars, la terre, c'est une propriété collective d'un clan qui l'a en toute propriété ou non, ou bien qui paye redevance ISO, ou alors qui appartient à toutes les tribus, Halay, je crois que ça s'appelle, chez les Débnés par exemple. Tout ce qui est au sud tout ce qui est au sud de Assad, Halay, en toute liberté. Là encore, il y a des recherches à faire dans la tradition à faire. Pourquoi les terres sous la responsabilité de ce sultan s'arrêtent à Assal Foursada? Oui. Charlie. Moi, ok. Excuse-moi. En fait, moi, je pensais que c'était docteur, comme il dit. Oui, oui, c'est vrai, c'est mon tour, normalement. Oui. Normalement, c'est mon tour. Mais il s'est posé la question à toi. Le docteur, moi, je prends... Ah, ok, à moi, ok. Ok, merci, docteur. Merci, Kassim. Excuse-moi, hein, normalement, c'est le docteur qui doit parler ce soir. Oui, Kassimo, il y a le territoire du sultan, les territoires du Zinkara sont bien délimités dans le Koukta, dans l'appel au sultan. Tant à Rahaïta qu'à Setoura, à Salfourjara, je pense que ça, c'est le sultanat originel, quand il y avait qu'un seul sultanat. Et après, quand il y a eu la rupture, la scission du sultanat en deux, Rahaïta et Setoura, entre les deux frères, les cousins aussi. Donc, la délimitation n'a changé uniquement qu'à l'intérieur. Et après, il y a eu cette conquête.
C'est ça, Assal Fouroussala, c'était la limite finale du territoire. Et au-delà, ce sont des territoires qui ont été conquis par les guerriers partis des Mabla, dont le mien, le tien et un mélange de tribus, qui sont partis conquérir de nouvelles terres. Et là, ils ont imposé un nouveau code qu'on appelle le Binto Ewano. C'est-à-dire qu'il y a, chez les Afars, on intègre un nouveau concept, comme on est voisins avec les Oromo, chez les Karayou, chez les Anhawa, chez les Matahara. Ils sont voisins avec les Issa, ils sont voisins avec les Argouba, ils sont voisins avec les Amhara, chez les Bidboso. Donc, il y a un nouveau code qui sera créé, c'est le Binto. C'est-à-dire qu'on s'adapte à notre environnement. Et là, pour éviter les querelles intestines internes, on crée un nouveau code, c'est-à-dire la propriété collective. Toute tribu peut s'installer n'importe où, contrairement au système des fiefs qui était installé dans les territoires de sultanat originaire, c'est-à-dire Tadjoura d'abord et ensuite Rahaïta. Et j'ai trouvé dans la thèse de Dr Adawa l'extrait du sultan de l'Oïta qui dit « Je n'ai jamais donné les terres aux Français, la terre appartient aux Deblek Ouéima ». C'était ça, docteur, dans ta thèse. Voilà, j'ai la parole à docteur. Exactement, il a écrit en arabe et on l'a traduit en français. Il a écrit en arabe, nous l'avons traduit en arabe, en français. Effectivement, c'est ça. Allô? Allô, Kassim, on t'entend pas? Là, c'est bon, rien. Là, c'est bon, vous m'entendez? Ah, c'est bon, Kassim. Dans la déclamation, au moment de l'intronisation, il y a une formule Samouk Gabah Sahara. C'est-à-dire la branche d'arbre de Samou. Sami, c'est en Kobar. C'est la limite du pays Afar, où les Afars, c'est juste en bas de la montagne d'Ankobar. Voilà, c'est juste en bas. C'est là le point de jonction entre les Afars, les Argouba et les Menz, c'est-à-dire l'aristocratie Amhara. C'est là, par exemple, je crois qu'il est de cette région. Donc, à mon avis, cette histoire de Samouk Gabah Sahara, ça date du sultanat Adal. Ça n'a rien à voir. C'est une survivance, je crois, du sultanat Adal qui fait le lien justement entre ce sultanat et les deux sultanats de Tadjoura et d'Obok. Maintenant, la question que j'ai à Dr Adawa, les formes de résistance qui ont été opposées à l'implantation coloniale française, que ce soit Kor-Angar, au nord. Par exemple, je sais que lors de la bataille de Kor-Angar, des Débnais sont venus du sud, dont un brave guerrier qui s'appelait Witi Wal'ou, qui demandait un petit garçon a commencé à frétiller. Le père lui a dit Witi Wal'ou. Ça date de cette époque-là. Donc, les révoltes, la résistance, bon, elle n'a pas été constante, elle n'a pas été unanime, elle n'a pas été unifiée, mais il y a eu des résistances sporadiques des populations afars du nord au sud. Pouvez-vous nous en donner quelques exemples, que ce soit Omok, Okura, Hanlé, Gobad? Voilà, docteur. D'accord, merci, docteur Kazim. Tu sais, de cette résistance, la première résistance, il y a eu beaucoup de résistances. Il y a eu la résistance de Burhanbé. Burhanbé, lorsqu'il a été... En fait, déjà, il faut rappeler que Burhanbé était le premier maire de Djibouti. Donc, il était le premier maire de Djibouti et il va mener lui aussi, lorsqu'il sera emprisonné, juste après, il va mener une bataille, une guerre pour dire qu'on n'a jamais cédé Djibouti. C'est son frère qui va faire l'acte de... c'est pas un acte de cession, mais c'est son frère qui va signer l'accord entre la garde et lui-même pour faire don à la France, enfin, soit des enfants don, c'est mal dit, mais à la France de la ville de Djibouti. Mais les problèmes qui se posent, c'est que Burhanbé va organiser. C'est Pierre Carat qui la raconte, c'est un Français, c'est un militaire français, c'est un Français qui était engagé dans la... Il faut lire ces livres, parce que ces livres, nous, au début, moi, je voulais en parler. On peut parler de la déportation de... Oui, on va parler un peu de différentes formes de résistance, c'est ça qui est intéressant. Et les différentes formes, je préfère commencer de manière chronologique. Elle commence d'abord à Obok. Comme vous l'avez souligné, d'abord la déportation avortée du sultan de Rahaïta et de son fils, de son petit-fils. Mais ensuite, on a deux tragédies, deux anecdotes que la mémoire collective n'a pas oubliées. Donc, je vais même mentionner les tribus de ces deux acteurs.
Et d'où aussi l'arrière-grand-père maternel d'Addawa a été Assouk Kamil, a été aussi largement cité. Mais tout d'abord, c'est par un takril, parce que, comme vous l'avez dit clairement, la propriété du territoire des Obok Hayou, c'est la propriété des takril. Donc, un sultan ne peut pas octroyer un territoire tribal à une puissance coloniale étrangère. Ça, le constat est simple. Donc, l'histoire de sac de riz, pour 10 ou 20 sacs de riz, je pense que c'est une insulte, c'est une aberration quand on sait qu'il y a des morts d'hommes, des vendettas pour les territoires. Bien. La premier incident, donc il y a eu deux Français qui sont morts, Pierre Arnoux et l'autre, je vais me rappeler un peu, excuse-moi. Il y a eu deux morts. Deux Français ont été tués. Du côté Afar aussi, deux Afars ont été tués. C'est là, c'est le premier incident. C'est parce que la première fois, dans le fort, il y a eu un vol. Et le Français en question appelle les Afars. Il dit qu'est-ce que vous faites des voleurs? Il dit on le tue. Mais sauf qu'on ne lui a pas dit juridiquement comment les crimes de sang se règlent. Et le monsieur, un soir, je pense qu'il a surpris le monsieur et il l'a tué. Et là, c'est devenu les crimes de sang. Et c'est là qu'interviennent les grandes tribus des Bodo Tamela et ensuite surtout les sultans de Rahaïta. Donc, on fait appel à la médiation parce que les Français sont intelligents. Ils vont utiliser les notabilités de la région pour pouvoir remédier à ces crimes de sang. Donc, comme on demandait à laver la France. Et c'est là qu'il y a cette célèbre boutade, hein, Hassan Habam Brahimna, Hanima Gahsa, Bouskout Makuma, Hassan Habam Brahimna, Wilaya Garam Brahimna. Et Adam a dit Calédonie, mais Wilaya aussi. Et à nous, Calédonie, voilà. Et Calédonie, il dit Calédonie. Le son. Le son, Charlie, on ne t'entend pas. Je crois qu'il y a un problème. Le son, Charlie. Oh non, c'est bon, appelle. Il y a des gens qui m'appellent, qui me dérangent, excusez-moi. C'est bon maintenant? Oui, je finis les deux anecdotes. Alors, oui, alors c'était une manière, regarde, d'une part, il ne voulait pas refuser la médiation des autres instances traditionnelles, et d'autre part, chez les Afars, chez les nomades de manière générale, hein, chez les Touaregs, chez le peuple, c'est un déshonneur de ne pas laver la France, parce qu'on a tué quelqu'un à son fils, et c'est le premier. Donc, je voulais dire aux Djiboutiens que la première victime de la colonisation s'appelle Hassan. Notez bien, hein? Son père, je pense qu'il s'appelait Abdo, et il a dit Hassan Habam Brahimna. Notez bien. Donc, ça doit... Le son, Charlie. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, Hassan Habam Brahimna, Hassan est un fils auquel on ne renonce pas. Je traduis texte en français. D'accord? Wilaya Galam Barina, c'est-à-dire les gouvernorats, c'est la métropole, c'est pas un endroit où c'est ça, c'est la crainte de la déportation. D'accord? Bouskout Makma, parce que durant la procédure de médiation, on leur a distribué des biscuits. Bouskout Makma, je ne vais pas me consoler avec des biscuits, c'est ce qu'il a dit. Je ne veux pas aussi venger, mais la vengeance a eu bel et bien lieu. Pierre Arnoux a été assassiné. Ensuite, deuxième crime, un Haïssam Ali a été tué et Hassan Tamil l'a vengé aussi. Donc, il y a eu deux crimes et c'est là qu'il y a un problème. La première forme de résistance, elle est juridique. Ensuite, c'est de l'instabilité. Ils voient un peuple réticent, conservateur, attaché à leur tradition. Deuxième forme de résistance. Troisième forme... allô? Allô? Oui. Troisième forme de résistance. Allô? Allô? Alors, c'est le refus de spoliation, donc c'est la résistance territoriale, c'est-à-dire qu'on ne donne pas à la terre droit de passage, usufruit, oui, mais la terre est une propriété sacrée. Ensuite, il y a une résistance armée pour qui a lieu. D'abord, comme on l'a dit, ce sont des vengeances personnelles, des vengeances individuelles, des vendettas qui n'arrivent pas, c'est-à-dire
les deux vengeances qui ont eu lieu à Obok. Ensuite, il y a eu l'empoisonnement du gouverneur, du commandant de Tadjoura Azénor en 1928-29. Il a été empoisonné. C'est-à-dire les Tadjouriens ont une ancienne tradition. C'est des gens très civilisés et ils utilisent le poison pour éliminer leurs adversaires. Donc, Azénor, qui les emmerdait dans les trafics d'esclaves et d'armes et tout ça, a été empoisonné tout simplement. Ça, ce sont des sources concordantes qui rapportent. Et ensuite, vous avez le grand Hagaïta, parce que les Français, ils sont sous embargo anglais. Et là, en 1942, on se trouve avec la générosité à part fait place à cette résistance. Parce qu'à partir du moment que les Français décident les raptes, la raquette, on usurpe le bétail, c'est là que Hagaïta va venger justement l'honneur de la région, des tribus qui ont vu leur bétail confisqué. Et c'est là que le sergent Thibault va mourir le 22 janvier 1943. Et vous pouvez trouver son mémorial, le monument, sa sépulture, derrière le conseil régional des Tadjoura. Je l'ai pris en photo, je l'ai illustré dans l'histoire nationale de Djibouti. Donc, tout ça. Donc, il y a des résistances personnelles, mais il y a aussi des résistances collectives organisées, comme il y a eu à la bataille de Oudouma contre les Égyptiens, comme il y a eu à la bataille de Korangar. Je reviens là-dessus encore. Tout à l'heure, vous avez mentionné. Je vu que vous voulez un peu de témoignages accrocheurs là-dessus. Oui, il y a cette bataille, c'est le Cheikh Issa qui a fait appel au devenir. Le Cheikh Issa, il faut qu'il en sache. Parce que la tradition de la résistance est familiale. Hein. Le Cheikh Issa, c'est les grands-pères de Cheko. Allah yarhamu, Muhammad Ahmed Issa. C'est les grands-pères de Cheko. Son fils aussi était des grands commerçants, flibustiers, navigateurs hors normes qui étaient l'ami d'Henri de Montfred et beaucoup d'Européens aussi qui ont sillonné la mer Rouge. Donc, le Cheikh Issa fait appel au Debnay parce que, justement, le Debnay représentant toujours cette tradition guerrière et l'état-major militaire défendant de facto le sultanat de Tadjoura et de Rahaïta, qui sont là, justement, les garants militaires. Et c'est là qu'ils interviennent à l'appel du Cheikh Issa qui, justement, va les appeler au nom du sultan de Rahaïta, bien sûr. Et c'est au nom du sultan de Rahaïta qui va faire appel au Debnay. Parce qu'il y avait eu l'assassinat des 6 Adaël, parce que le gouverneur italien, en envoyant à la tête des assaillants d'une patrouille, demandera d'amener le sultan et les Dinkara. C'est la mémoire collective. Et c'est là que les 6 notables Adaël ont été tués. D'où la famille des Adèles qui ont migré vers Me'edero dans le Mabla pour fuir les persécutions C'était le grand-père de ma mère. C'était le grand-père de ma mère. Exactement, je voulais dire. Assadine. Exactement, je voulais dire ta famille, exactement. C'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit le déplacement de ta famille de Rahaïta vers le Mabla, vers 1917. Et c'est là qu'on fait appel à nous. Et cette bataille a été représentée par Hadj Ali, Hassan Dima, son cousin, Arbaïn Balala, et le petit sultan L'U'aïta. Les guerriers, ils étaient nombreux. Et si on mémorise le nom de Witil L'U'aïta, c'est parce que Hadj Ali distribuait des armes, les armes à feu, parce que c'est Hadj Ali qui avait le privilège de ramener les armes à feu du Yémen, d'Égypte, un peu partout. Il contournait la sécurité, la vigilance française par les goubettes. Et là, il va même organiser un baptême de feu. Il va brûler le lance des Debnay pour leur distribuer des armes à feu. Et je pense que c'est la première bataille qu'ils ont fait en utilisant des armes à feu contre les Italiens. Donc, ils vont tuer une dizaine d'Italiens pour venger la mort des 6 notables Adaël qui est à Rahaïta. Et ils vont donc, c'est le grand-père maternel d'Abdallah Kamil, Abdallah Hamad Kamil, qui est un Wadima, je pense, hein, qui demandera une arme. Il demandera un fusil. Oh, il dit, mais je n'ai d'abord pas servi les vrais guerriers. Pourquoi je vais te donner à toi? Eh, petit mot quoi? Qu'est-ce que tu connais de la tradition guerrière là? Les grands guerriers d'abord. C'était par rapport à cette tradition. Et après, il y a eu cette grande tradition. Même lorsqu'il y a eu un suicide entre une histoire d'amour récemment en l'année 92, je sais pas, son père a participé, le sultan, et on a dit il n'y a pas de crime de sang entre nous parce que justement à la bataille de Korangar, on s'est sacrifié les uns pour les autres
Et c'est là qu'on a lavé les crimes, les suicides. Voilà. Je pense que tu connais cette histoire. Merci. Il y a eu d'autres formes. Donc, l'implantation, l'avancée italienne du côté éthiopien et française, et ils ont utilisé les affrontements entre Asai Amara et Adoy Amara pour justement la rivalité coloniale. Et on a, en quelque sorte, on a souffert de ces puissances autour de nous pour nous affronter. Et c'est naturellement qu'ils vont nous ramener aussi des conflits à Farita. Et c'était d'abord le conflit édifici. Oui, Alors, d'une part, on avait les Italiens, d'autre part, on avait les Français. Oui, merci. Oui, Charlie. Et je reviendrai sur le oui. Voilà, justement, c'est ça que je voulais en venir. Parce que autant ailleurs, c'était sporadique, individuel, autant il y a eu un génocide dans le Halais, c'est-à-dire l'expropriation des Uluto, c'est-à-dire le problème des Rouges, disons. Des centaines de morts, d'après la recherche de Dr Addawa. 300 morts. Les noms, j'ai les noms. Des centaines de morts. Des centaines de morts. Ah, c'est Hanleko Gabatwa Nentakale. Le premier. Gabatna. Docteur, vas-y. Je te complète, docteur, vas-y. Effectivement, ça c'est la mort de Bernard, l'administrateur Bernard. Oui, ça c'est, oui. Oui, avant tout, si vous voulez, cette vengeance a été un aboutissement d'un certain nombre de choses. D'abord, l'internement, l'exil du sultan L'Outa à Madagascar, et qui va mourir là-bas d'ailleurs en 1932, juillet 1932. Il va mourir en captivité. Nous avons travaillé là-dessus, hein. Nous avons essayé de voir comment, pourquoi, et si vous voulez, cette mort nous semble tellement, cette mort en captation nous semble tellement être un crime contre l'humanité que nous avons écrit un certain nombre de choses là-dessus. Bon, maintenant, il y a la déportation de Hadji Ali, son demi-frère, l'autre déportation du vizir de Tadjoura, et il y a eu un certain nombre de choses, parce que la France a pris position. Vous savez, pour pouvoir vivre, rester dans un pays, il faut diviser pour régner. Donc, il y a deux choses. D'un côté, il y avait le conflit avec les Issa, et de l'autre, avec les Asai Amra. Donc, les Français ont ravivé, pour bien mener le génocide à Hanlé, ils ont ravivé la guerre entre les Adoy Amra et Asai Amra. Donc, le plus grave vient avec la mort de Barana au combat. Donc, Barana va partir de Dikil. Il dit, d'après ses écrits, hein, il dit que les Issa ont été exterminés. Donc, il faudra les venger. Et il va prendre beaucoup de miliciens avec lui et il va mourir à Mourahtou. Mourahtou, c'est à côté de l'Akabé. Il va s'opposer, mais c'est donc j'ai mis la photo sur Facebook qui va les tuer, qui va les tuer. Donc à partir de là, la France va opérer un génocide contre les Asai Amra en vengeant d'abord contre les Galato parce que et pour eux pour eux, les Gal'ila sont vraiment, les clans Gal'ila sont vraiment les ennemis de la colonisation. Donc d'abord contre les ennemis, les Gal'ila, mais ensuite contre les Uluto. Et j'ai pu visiter cette région partout. Vous avez de tumulus. Vous voyez, pyramides. Des pyramides de morts, vraiment partout. Agna, Balhoum, Yoboki, à côté de Yoboki. Et là, quelqu'un m'a donné une liste de plus de 300 personnes. La personne, maintenant, elle est morte. C'était une personne qu'il avait rencontrée à Hanlé. Et ils avaient opéré vraiment un véritable génocide. Mais ces gens-là se sont défendus.
ils ont repoussé un peu les Zul'uto, mais les Zul'uto se sont défendus. Mais à quel prix? Ils ont eu beaucoup de morts. Ensuite, j'avais passé aussi à un autre problème parce qu'on oublie souvent, lorsque les Français faisaient, ils empêchaient les gens de sortir de Dikil, par exemple, du village de Dikil. Ils mettaient le couvre-feu. Quand ils ont pris le sultan, le vizir de Tadjoura, ils ont amené que des soldats non accords à Tadjoura. Ils ont imposé un couvre-feu. Ils ont toujours joué sur les divisions, les différences. Ensuite, on va passer à un autre problème, c'est celui de Birsiha, dont a parlé Charlie, la mort du sergent Thiébaut à côté de Birsiha, avec le capitaine, c'est Perriquet, c'est le colonel Perriquet, le colonel, le sergent Thiébaut qui était venu prendre les chameaux et les vaches des gens qui habitaient là-bas, des gens qui vont appeler abusivement Kaboba, parce que les Kababa sont des Adali, des Sheka, des Adali, des Rahaito. Vous voyez? Donc, c'est des gens qui étaient contre la colonisation, la mise sous dépendance du sultanat de Tadjoura. Et lorsque ce monsieur Hagaïta, à partir d'un arbre Soubla, qui s'appelle Soubla, je l'ai vu, hein, le pauvre, avant de mourir, j'ai pu l'interroger, il a tiré une fusil et sergent Thiébaut a été mortellement blessé. Et il va mourir à Sougouba, là où il y a l'eau de Tadjoura maintenant. Et là, Capitaine Koulé va dire il faut raser tous les affaires. Et d'ailleurs, ils ont mené une répression féroce dans les Gouda. Une répression dont personne ne parle, mais une répression terrible avec mort d'homme. Bon, bien avant, il y a eu, on va y revenir plus tard, mais lorsque le Capitaine Koulé va opérer ses représailles, il y aura des fusillés extrajudiciaires. C'est-à-dire qu'il va prendre Hagaïta, ils ne vont pas l'attraper, parce que Hagaïta, ici, il va aller en tout cas, il va bien se cacher dans la région, parce qu'il va bénéficier de la complicité de la population. Et parfois, on va l'annoncer chez le sultan Yayo, etc., etc. Mais que la France, c'est aussi un autre crime contre l'humanité, c'est la fusillade de Birsiha. 5 Okals ont été fusillés. 5 Okals ont été fusillés. Leurs mains ont été. Ils ont pris. On les a menottés, on les a tués. Il y a un qui a fui, Mohamed Hussein. Il a été rattrapé et ramené. Il y a l'autre. Le temps qu'ils couraient derrière ces fugitifs, il a fui, qu'il ne soit pas oublié ici, c'est le père de mon ami Andé, Ali Giba. C'est Ali Giba qui a fui, parce que le temps qu'il courait derrière c'est le père du chef de village actuel, c'est le grand-père du chef de village actuel d'Aranda, hein, qui a fui. Et ensuite, Captain Koul a dit dans son écrit que ce sont les Européens qui ont tué ces civils. Non, ce n'est pas les Européens. Ce sont les soldats qu'ils avaient amenés avec eux, les soldats indigènes. Voilà, donc ce sont eux qui ont tué. Nous avons et d'ailleurs, Ali Giba m'a dit, Allah yarham, avant de mourir, il m'avait dit, c'est un Somalien qui s'appelait Yayo, qui lui a dit, maintenant ils ont fui vers Mohamed Hussein, le grand-père de l'actuel chef du village, Hassan Hussein. Maintenant, toi, tu fuis. Et c'est comme ça, m'a-t-il dit, que j'ai pu fuir. Et il me disait, je n'oublierai jamais ce Somalien. Donc ensuite, il y a un autre qui a été déporté,
parmi tous ces gens-là, il y en a qui sont, maintenant je n'ai pas toute la liste, il y en a qui ont été inculpés à vie. Ils seront libérés après 1948. Il y en a un qui a été déporté à Madagascar, Mohamed Hamad, qui n'avait rien à voir avec cette bataille, simplement parce qu'il était le Oukal de Kabova. Maintenant, le problème qui pose ces fusillades, c'est d'abord, on a fusillé des gens sans avoir la preuve qu'ils sont incriminés dans cette histoire. Ensuite, ces gens-là, les Kabova, ce sont des Adali, des Rahaito. Donc, normalement, les affaires ont leur juridiction. On n'avait pas le droit de fusiller des gens comme ça, à la demande des gens qui les ont dénoncés gratuitement. Et c'est un fait qui est vraiment grave, qui reste gravé dans les mémoires collectives. Voilà ce que je voulais dire sur ces périodes de résistance coloniale. Oui, docteur, c'est Mm. ça, merci. Kassim, tu me donnes la parole? Vas-y. Oui, je ne vois pas ma vidéo là. Tu sais, le capitaine Koulé, il dit, excuse-moi, je vais parler une minute. Charlie, Vas-y, il dit, docteur. nous ne pensions pas que les affaires allaient se soulever. Il dit, hein, le capitaine Koulé, parce qu'il est mort à Marseille, hein, en 89. Donc, il a laissé des archives, il dit, nous ne savions pas que les affaires allaient se révolter avec une telle combativité. Et lorsque les affaires sociales, il dit il faut les exterminer. En fait, il a décidé carrément l'extermination. Et voilà ce que je voulais dire. Et voilà, malgré cette tentative de vouloir exterminer, celui qui a été muté, au lieu d'être condamné, il a été muté à Djibouti, puis renvoyé en France. Alors, oui, merci, docteur. Et à partir du déplacement de la capitale d'Obok vers Djibouti, la région d'Obok sera pratiquement abandonnée. Même elle sera abandonnée à son sort. Elle sera même, on va rentrer dans une sorte de néant. C'est-à-dire, on va fermer la parenthèse obokoise. Comme si l'administration qui se déplace d'Obok vers Djibouti abandonne tout d'un seul coup. Et ils vont uniquement essayer de sécuriser la zone de Goubet par lequel passent tous les trafics d'armes, d'esclaves, etc. Et le cœur de c'est justement chez le golfe de Tadjoura et surtout la ville de Tadjoura. C'est à partir de là, parce qu'on parle de Tadjoura et on oublie complètement, c'est ça qui est aberrant. Et une fois que Obok ne représente plus d'intérêt pour la colonie française, ça rentre dans les néons. Et on a toujours la même image de cette ville d'Obok. Alors, je vais un peu compléter par rapport à ce qu'a dit. Oui, Capitaine Koulé, il y a eu à cette forme, au racket, il y a eu ce qu'on appelle le sabotage. Le sabotage que les résistants, hein, avec Jean Moulin, faisaient contre les Allemands. Ils ont fait le sabotage. On a saboté le transport, c'est-à-dire les selles des dromadaires ont été coupées. On a coupé comment on appelle ça, les chevilles des dromadaires. C'est pour ça que Captain Koulé, qui parlait, qui maîtrisait Afar, il a dit Garra'ata kedo makoui magali ra'iyat makou. C'est une très célèbre. Garra'ata ra'iyat makoui magali d'ar makoui. Magali d'ar makoui Garra'ata ra'iyat makou. Voilà, très belle. Et dans les Mablo aussi, on retient aussi le célèbre riposte de Adal Lagare qui est un Ederkalto. Exact. Qui aurait riposté contre les capitaines Koulé. Et chaque fois, mais il y a eu beaucoup d'abus, et des viols. Une biofa a été violée. Dans le Goda, Oda et des femmes ont été violées par les tirailleurs sénégalais. Cette mémoire, on n'en parle pas. Il faut reparler de ça. Les viols des femmes, des bergères qui allaient, des tirailleurs. Et à Mabla aussi, Fadiga et tout. Il y en a eu. Ils ont tué des gens. Oui. Ça. Un coup, il a fait beaucoup de. Oui.
Oui, oui, il y a eu des viols. Moi, je suis allé dans le Wérima. On m'a donné d'une femme qui a été violée. Je pense que c'est son frère même qui m'a donné, c'est Dimbiofa. Donc, il y a eu des traumatismes que les gens ont vécu. Et quand la situation des Français était compromise par les Anglais avec l'embargo, que ces Français se rabattaient sur les affaires. Et c'est pour ça qu'il y a eu une résistance sporadique, mais en même temps organisée, parce que les gens ont développé une forme de complicité entre eux. Donc les criminels, les résistants étaient protégés, comme Hagaïta qui n'a jamais été retrouvé et qui faisait les va-et-vient entre l'Éthiopie et Djibouti. Dans le sud, à Halle, le massacre des Zul'uto, il faut revenir sur ce chapitre très important. Les Zul'uto se sont scindés en deux parties. Une qui a résisté, une qui a décidé de collaborer à travers Arbaïn Balala. Pourquoi Durio Balali a fait de dire, regarde, Arbaïn Balala était logique, cohérent. Il disait, on va élargir avec son frère Hassan Dima. Hassan Dima, c'est le projet, personne n'a compris. Même le gouverneur Chapon Bassak de 1924, il dit, moi, je n'ai jamais compris pourquoi Hassan Hanfale. Parce que les gens ne connaissent pas Hassan. Quand les guerriers sont sortis en Somalie de l'Alphonse Lippmann, en Somalie, c'est la côte française de Somalie, on parle beaucoup de Hassan Hanfali parce que c'est lui l'interlocuteur entre les Issa et les Debnés et les Afars. C'est lui qui est le représentant un peu de la France entre les Afars et les Français, mais c'est lui aussi qui empêche les Français de manœuvrer comme ils le veulent. Donc, avec la complicité entre les trois sultanats, ils ont ces projets d'agrandir le territoire Afar, des Afars de Djibouti contre l'impérialisme éthiopien. Il y avait ces projets, hein, parce que dans la mémoire collective de Gobal, on raconte, on voulait élargir les territoires de la République de Djibouti, on avait eu jusqu'à Afambo. Hein. Imaginez, Kassimo, qu'on avait cette région d'Afambo qui a été rétrocédée à l'Éthiopie en 1954. Les Français ont été diaboliques dès le départ. Pourquoi j'ai dit cynique? Parce qu'ils n'ont jamais voulu que Djibouti dispose d'une source d'eau permanente, un fleuve comme le lac Afambo. Si la République de Djibouti était à ses limites au-delà de 1954, on aurait un territoire de 50 000 km², d'accord? Et on aurait eu, au lieu de changer la région d'Afambo, une région avec des forêts, un fleuve, hein? Le mont Moussa Ali, un piquet stratégique du grand n'importe quoi. Les Français nous ont toujours bernés. Non seulement ils craignaient, ils ont beaucoup cédé aux Anglais dans le sud et aux Italiens dans le nord, mais dans tout ça, au lieu de négocier avec les Afars, plus tard avec les Issa qui les ont amenés, ils ont directement négocié avec Ménélik et avec Haïlé Selassie. Donc on ne représentait plus rien pour eux à partir des années 30, où ils ont décidé de nous éclipser et de négocier directement avec les Éthiopiens. Et c'est là que dans le Gobal, on a justement l'assassinat de Bernard intervient. D'abord, on a Alphonse Lippmann qui crée des problèmes. Et en fait, ils appellent les Afars et les Issa. Dans le sud, il y a les Assa Yamara, il y a les Debné, les Adolassou et les Issa. Et ils vont créer des problèmes entre ce genre. C'est la France qui a forcé Dr Adawa la cohabitation forcée à Dikilville, en considérant ces gens comme des sujets français. Auparavant, il n'y avait pas autant de conflits et de problèmes parce que les territoires étaient bien connus. Les rares affrontements concernaient les pâturages, les bétails, les vols de bétail. Mais là, ça s'est cristallisé en venimeux parce qu'on a dit, vous êtes des sujets français. Et on a, comme l'a dit docteur, on a recruté des pelotons méharistes, des bataillons sénégalais, des gens qui n'étaient pas de cette culture et tout. Ça a traumatisé autant les Issa que les Afars, que les gens qui n'ont pas sa culture, sa langue, viennent faire la loi et surtout abuser de ces femmes et surtout utiliser des armes à feu contre d'autres armes traditionnelles. Et c'est là que justement des réseaux qui vont venir de l'Éthiopie, de la région de Badou, etc., vont infiltrer. Ils vont partir des Moulous. Voilà. Et ils vont partir des Moulous. Voilà. 800 guerriers, et je ne sais pas, il s'est considéré comme un héros, Albert Bernard, mais il s'est mis devant 800 guerriers, tous les rapports de l'administration coloniale adjective, et il a utilisé les PM, la PM s'est estampée,
ils ont écrasé tous les miliciens, les 16 miliciens. Il y avait autant de Somalis que des Afars parmi les miliciens. Exactement. Et donc, oui, après, on a ces massacres des Halais qui commencent à partir chez les Zulu'to, c'est qui ont refusé Halais, Gabbato et Nentakale. Ce sont les Zulu'to qui ont refusé et qui vont rejoindre plus tard le sultanat de l'Aoussa parce qu'ils ont refusé justement de collaborer, des cohabitations forcées avec les Adorassou. Vous voyez, les cohabitations forcées entre Adorassou et Asayamara ou Lu'to, ça a créé cette guerre, ce massacre, et la cohabitation forcée entre Issa Le son. et Asayamara, ça a créé des conflits. Tout ça, et oui, c'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Ça va? On t'entend. C'est bon, ça? Tu m'entends? Oui, oui. Donc, je pense que c'est l'héritage de la colonisation qu'on est en train de perpétuer lorsqu'on n'arrive pas à régler les problèmes frontaliers, les problèmes de cohabitation. L'IGAD ne pourra pas résoudre. Ce sont avec nos mécanismes, nos instances traditionnelles, qu'on pourra remédier définitivement ces problèmes. Mais il faut que les États ne se mêlent pas des affaires traditionnelles et qu'on laisse justement les affaires traditionnelles gérées par les spécialistes de la tradition. Je finis avec la bataille de Lukia, 1932, où 4 Débénés vont mourir parce que les Français vont exiger. Oui, la bataille de Lukia, c'est le massacre des Débénés par le Français. Ils ont utilisé le peloton Mihari, surtout les tirailleurs sénégalais. Et on va dire aux Débénés, voilà, déportation, déposer les armes de force. Et les Débénés vont refuser de déposer leurs armes. C'est là qu'ils seront massacrés. Et après, les gouverneurs Alphonse Lippmann, l'administrateur Lippmann, va leur donner un ultimatum. Les Débénés vont se concerter. Ils sont entre plusieurs étaux, entre la France. Et là, ils ne veulent pas revenir dans le Mabla. Ils ne peuvent pas. Ils ne se permettent pas. C'est là qu'ils vont chercher de vieux fusils, de vieilles armes artisanales qu'ils vont donner à l'administration et garder les meilleures armes. Et la bataille, l'arrivée de ces guerriers à Sayamara, de 800-900 guerriers, c'est Arbaïn Balala qui est derrière ce projet. Et c'est Witu Al-Oud qui l'envoie parce que les guerriers, Badou, lorsqu'ils viennent, ils cherchent Witu Al-Oud pour les orienter. Pourquoi? Et pour perturber l'administration coloniale et afin de libérer immédiatement Hadj Ali, qui était déporté en Madagascar parce que son frère est déjà mort en 1932. Et donc, ça va forcer Hadj Ali, qui était condamné à 10 ans de réclusion, comme la région de Dikil et sans les Albahinto, parce que les Français ont éliminé les Albahinto, qui géraient la famille du sultanat de Gobarak. Étant donné qu'ils ont été éliminés, Hassan Dima a été empoisonné par Alphonse Lippmann de 1931. Le sultan a été déporté, son frère Hadj Ali. Donc, il fallait immédiatement provoquer le retour de Hadj Ali pour instaurer la stabilité dans la région. Mais malheureusement, à son retour, il y a le gouverneur Pierre Noyetas qui lui dit, gouverneur Vichy, qui lui dit Hadj Ali, il l'appelle, il le convoque dans son palais, l'actuel palais présidentiel, il lui dit Hadj Ali, ne parle pas, ne t'assois pas, le pays est en danger, nous sommes en guerre, si tu fais le moindre geste, le moindre truc, tu seras en prison. Et c'est là que Hadj Ali va définitivement quitter Djibouti pour le Djibouti, il va directement rencontrer Haïlé Sélassié. Il avait préparé tous les Debnekoué Ima de Hawash, 70 000 bonhommes étaient armés, parce qu'ils ont créé la crise de 1950, je ne sais pas, on appelle ça dans le Gobar, lorsque vous allez à Asfela, là où on organise la prière de l'Aïd, Habshagadé, avec les experts de l'ONU, il y a eu un problème de revendication de la région de Gobar par l'Éthiopie. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette affaire. C'est là que mon oncle, avec beaucoup d'autres jeunes, vont partir à Addis Abeba. C'est le Hassan qui est le premier bachelier à phare 1955, il a eu à 10. Il fait partie de ce convoi qui a été répatrié avec l'armée éthiopienne et les experts de l'ONU. Donc, Hadj Ali voulait coûte que coûte mettre fin à la présence française, quitte à ce que la région à part devienne éthiopie par Al-Gouba en 1952. Merci. Kassim. Oui. Juste une petite remarque, Charlie. Au début des années 90, on faisait des recherches justement sur le journal officiel. On est tombé sur un numéro du journal officiel où il était dit que le sieur Ali Mahin est expulsé de la colonie française.
C'est là qu'il s'est installé. Exactement. Voilà. Et quelques lignes plus bas, il y a marqué Exactement. le monsieur Hassan Gouled, Issa Mamassan, né à Guérissa, est autorisé à s'installer dans la colonie, à travailler pour la société, je crois que travaux publics, Verzi, quelque chose comme ça. C'est des faits historiques, il suffit d'aller chercher le oui, journal. vous voulez Hassan? Vous voulez Hassan? Vous voulez Hassan qui était commissaire adjoint à Obok? Oui, à Obok. Il a fait un rapport qui dit tant que la présence tant que les Arbaïnto sont dans le nord, la présence coloniale française est menacée. Donc les Français, ils nous ont retiré leur confiance dès 1930 parce qu'on voulait garder une autonomie de chefferie à Afar et quand ils n'ont pas trouvé cette soumission totale, on a décidé d'éliminer toutes les familles Afar réuniantes qui étaient un obstacle à Rahaïta, les sultanats, à Tadjoura aussi la famille des dignités qui sont réputés être anti-français. Est-ce qu'il y a un lien entre le refus de voir l'actuel sultan devenir... Et surtout, parce que les Debnay, c'était une puissance militaire. Il ne faut pas oublier, les Afars qui étaient armés, c'était les Debnay. Les Afars qui étaient liés, c'était les Debnay. Les gens de Tadjoura et de Bok n'avaient pas beaucoup d'armes. C'était Mouskato, Maïdor. Très peu étaient armés. Oui. On nous a fait. Les gens ne comprennent pas. Tous ces guerriers qu'ils voient sur la côte de Bok, ce sont les guerriers d'Ebné Kassim. Je pense qu'il faut rappeler à beaucoup de gens qui confondent. Tous les guerriers, c'est des commerçants. Son père l'a dit, les guerriers sont les Ebné sont les commerçants guerriers. Les commerçants guerriers. Oui, c'est toutes les caravanes. Ils ramenaient Dobok, ils l'amenaient en combat toutes les zones hostiles au milieu de Baadou, de Asaya Amara, dans les zones hostiles au Romo et tout ça. Donc, c'était lui et c'est le sultan de Rahaïta. Il a appelé les commerçants guerriers. Oui, parce que c'est le sultan de Rahaïta qui a exigé la présence des Debnay dans ces traités, dans la signature des Bien sûr. Et c'est le sultan de Tadjoura. Ils ont dit on ne va pas signer sans la présence d'un Al-Bahindo des Debnay ce traité-là, parce que c'est eux qui sont responsables de la sécurité. Donc, je voulais revenir à ça. Il y avait un projet en coulisses qui commençait à naître, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on avait déjà récupéré la région d'Afambo, mais c'était sur table. Hadji Ali et l'empereur Haïlé Selassie avaient ce projet de récupérer de manière intelligente les régions Afar d'abord, ensuite Somalie, de la présence française. Merci à vous. Voilà, donc je pense que maintenant, à peu près, on a dit à peu près beaucoup de choses, mais nous devons revenir à une chose importante, et nous allons peut-être revenir plus tard aussi, c'est que nous devons faire un ouvrage collectif sur toute cette période. Parce que malgré les traités, malgré tout ce que les Français ont signé, Tadjoura, Goubad n'ont été colonisés qu'à partir de 1927. Ils n'ont connu qu'une cinquantaine d'années de colonisation. Et que le sultanat de Goubad, qui est divisé en 3 pays, Djibouti, Érythrée, l'Éthiopie. Alors, ce sultanat n'a connu que de résistance contre les trois puissances coloniales, et en particulier contre, d'un côté, la France, et contre, de l'autre côté, contre l'Italie. Donc, ce qu'il faudra comprendre, c'est que nous, on veut faire un ouvrage collectif là-dessus. Nous avons déjà publié un plan coronavirus, un ouvrage sur le sultanat de Tadjoura avec Charlie, qui parle actuellement avec nous, institution et histoire. Et puis, j'ai publié aussi le sultanat de Tadjoura et de Goubad 1927-1935. Donc, ce que nous voudrions, et d'ailleurs qui date depuis longtemps, et la discussion que nous avons maintenant est une idée de Kassim Ahmeddine, et elle date de bien longtemps. Nous l'avons concrétisé maintenant. Et nous voudrions publier un ouvrage collectif sur cette période. Mémoire résistante Afar. 1862, je crois, 1950. Et nous appelons tout le monde, tous les gens qui sont de bonne volonté, à contribuer. D'ailleurs, je vous les propose, et c'était les propositions de Kassim Ahmeddine à la base. Nous le proposons à tout le monde, à tous les chercheurs, et ce sera publié à l'Harmattan. Nous avons pris l'engagement de les publier à l'Harmattan. Donc voilà, qu'en pensez-vous, M. Kassim? Je crois que
la paternité ne m'en revient pas seulement à moi. Ça fait longtemps que nous tous, depuis les années... toujours, c'est un problème, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui propose. À faire cela, même avec l'ami... Quand on fait quelque chose... Avec Ahmed Araïta, voilà. Ça fait des années que nous pensons à cela. Donc, oui, j'ai une question, docteur Roux. Est-ce que quelqu'un peut me donner des informations sur la réunion d'Aïmoli? À un moment donné, plusieurs sultans afars se sont donné rendez-vous à Daïmoli pour savoir, d'après mes souvenirs, hein, ça date de très longtemps, pour savoir est-ce qu'il est intéressant de se mettre sous la domination, tous ensemble, en tant qu'afars, sous la domination italienne pour devenir plus tard un État afar. J'ai cru avoir vu ça dans les années 80. Non, mais c'est important ce que tu viens de dire, parce que c'est du neuf. Oui. J'ai vu Daïmoli, j'ai vu moi aussi j'ai vu un peu la réunion de Daïmoli, mais je n'ai pas vraiment le texte. Et je crois que c'est à cause de, justement, Haile Selassie a eu vent de cela, et c'est là que le coup d'État a été perpétré pour mettre sur le trône d'Aoussa le sultan Ali Mirh Allah yarhamou. Avec Ahmed Yaïou. Mais je n'ai pas une référence exacte, je sais que... Exactement. Et c'est à partir de cette date, excuse-moi, je finis, que les frontières définitives de l'Éthiopie à l'est ont été fixées et que le pays afar a été rattaché à l'empire chrétien d'Éthiopie avec l'entrée en cours, comme il y a des entrées en bourse au niveau commercial, l'entrée en cours de Sultan Ali Mirh avec le titre de Zagazmatch, alors que lui-même s'est donné le titre de Amoïta vient avec lui. C'est une copie du Ras Alula, Ras Mengesha Siyum, Ras Haile Selassie, lui était Ras Tafari. Voilà. Amoïta, à l'origine, ça n'existe pas dans la tradition afar. D'ailleurs, on appelait ses prédécesseurs s'appelaient Ilalta et non pas Amoïta. Ça n'existait pas. C'est arrivé à partir de ce moment d'Abbas Ali, à mon avis. Donc, docteur, excusez-moi, dernier point. À tout terme-là, je trouve quelque chose d'important, mais vas-y. Oui, on va faire des recherches sur ça. Ce dont plus personne ne se souvient aujourd'hui, c'est que jusqu'à 1958, pour circuler dans la colonie, un afar devait avoir un laissez-passer comme les Noirs d'Afrique du Sud. C'était un régime d'apartheid qui était appliqué aux afars. Donc, pouvez-vous nous donner des informations sur l'implantation des afars dans la ville de Djibouti? Est-ce qu'il en existait d'abord autour de la ville de Djibouti, puisque certaines toponymies sont exclusivement afar, Haïsama Alekoma, Dorwale, Himboli, Gabod, même Gabod, qui a donné, à mon avis, le nom de Djibouti, Gabod, les massifs coralliens. Comment les afars ont commencé à s'installer? Une partie en venant de Zeila, tous les Abouakar Pacha, les Burhanbe, et les autres venant de Bok Tadjoura, et plus tard, je crois, du sud. L'installation des afars dans la capitale. Donc, voilà, je vais te donner à peu près, plus ou moins, des travaux ont été faits par le colonel Hassan Bassouma. Il y a des gens aussi qui font des recherches actuellement là-dessus. Et la ville de Djibouti, effectivement, avec Himboli, avec le nom déjà, Himboli. Le nom Himboli, Bol'os, Gabod qui veut dire les massifs coralliens, mais c'est un terme marin afar. Gabod, c'est les îlots, c'est les 3 îlots que les Français vont appeler peu à peu Plateau du Serpent, Rang et Marabout. Donc, mais pour te donner il y a plusieurs recherches qui ont été menées. Même Lagarde dit que jusqu'à les Hadou, d'ailleurs c'est toi qui en parlais, il disait les Hadou, tu as vu sur le traité, il y a marqué les Hadou, on ne dit pas la Ouadda, on dit les Hadou. Le puits du Hadou, oui. Les Hadou. Les Hadou, voilà. Il dit les Hadou. Et lui-même dit, jusqu'à Zéla, il n'y a que des affaires. C'est Lagarde qui le dit. Ce document, personne n'a fait de recherche sur ce document. Alors, je suis tombé sur un document, il dit, en 1898,
les Assayamra, les Hassouba, les Ad'ali, c'est un certain nombre de tribus se retrouvent, dit-il, à Zéla. Or, nous avons aujourd'hui des preuves. C'est en 1970 que la femme de Mohamed Ali Dimbio, le comptable, elle a un glas, hein, vous pouvez demander à tous les gens qui connaissent. Elle est venue de Zéla, nous on était à Dikila, moi j'étais petit, bon, bref, je suis rentré à l'école à Dikil. Et il s'est marié avec elle dans les années 70 à Dikil. Elle est Ad'ali, elle est la petite fille d'Ahmed. Elle est Ad'ali, elle est venue, il s'est marié, Mohamed Ali. Vous pouvez vérifier cette information. Hein. En 1970, avec Mohamed Ali, ancien comptable de l'Assemblée nationale. Donc, la présence Afar, elle est au-delà de. Il y a les princes Ponsin aussi qui l'a dit. En 1901, il est parti à Zéla et il dit que les Afars sont à Zéla. Et il donne un certain nombre aussi d'orientations ethniques. Donc, c'est logiquement que Djibouti est habité par des gens, par les Afars. Mais c'était des îlots. Il faut savoir que c'était des îlots. Ce n'est pas Djibouti ville qui était habitée par les gens, par les Afars, mais plutôt par les Himbouli. Par exemple, vous avez le nom de Ali Sébié. Ali Sébié, ça n'existait pas à l'époque coloniale. Je vous renvoie au livre de Pierre Carrette. C'était PK 90. Et ce PK 90 va devenir, on va en discuter plus tard avec même les habitants d'Ali Sébié. Nous le disaient quand nous étions, moi je suis un fils de Génin, quand nous étions à Ali Sébié. Donc, ce peuplement, cela est dû à quoi? Cela est dû à la France. La France voulait dépeupler Zéla, amener les populations de Zéla à Djibouti et en amenant les populations de Zéla à Djibouti, chasser les gens qui se trouvaient entre Djibouti et Zéla. Donc, nous allons essayer nous allons de toute façon faire un ouvrage collectif là-dessus et faire vraiment avec les intéressés de recherche croisée, pas de recherche des estruyants, comme on dit, mais de recherche croisée et bien fait pour voir vraiment quels étaient les habitants de Djibouti avant la colonisation. Parce que c'est sûr qu'avant 1800, lorsqu'on a chassé les habitants de Tadjoura et qu'on a massacré les gens, toute la population est partie à Zéla. Donc à cette époque-là, on sait que les Afars habitent Zéla. Au-delà même, à partir des années 1880, 1881, 1882, les Afars sont toujours à Zéla. Et nous avons aussi des témoignages de Lagarde, de l'Alliance Lagarde, qui dit qu'il a créé Djibouti lui-même, ce qui n'est pas vrai. Djibouti existait avant lui, qui vont dans le même sens. Voilà ce que je pouvais dire sur ça. Mais est-ce que tu m'as posé d'autres questions? Oui, docteur Charles, si tu permets, deux points de détail pour aller dans le même sens. Alors, à l'époque, j'ai beaucoup voyagé en pays afar en Éthiopie et je sais que dans la région de Mataka, il y a un clan qui s'appelle Delato. C'est-à-dire, c'est un clan qui, à un moment donné, a migré de Zéla jusqu'à Badou. Deuxièmement, il y a une espèce d'arabisation du toponyme Zéla. En Somalie et en Afar, le Z n'existe pas. Les Afars disent Dela. Oui. D'après mes petites recherches en langue afar, Dela, c'est l'arrêt qu'il y a. C'est quand Zazou, à l'époque, Hassan Gimar, comme il y avait la banane là, des rockers. Dela, c'est le fait de séparer les cheveux en deux. Et quand on applique ça à la topographie côtière, Dela, c'est une presqu'île. Maintenant, il suffit d'aller voir à Zéla pour vérifier. À mon avis, il y a une presqu'île là-bas. Dela, c'est une presqu'île.
Et enfin, dernier point, je crois que les plus vieux quartiers de la capitale, en dehors du centre-ville, c'était le quartier 1, 2, et surtout le quartier d'Ambouli, où les Arabes se sont installés pour faire de la culture maraîchère. Donc, la numérotation des quartiers correspond à une immigration de population. Et dans l'immigration de population, les gens qui se connaissent, qui sont d'une même origine, se rassemblent. C'est pour ça qu'à Djibouti, les quartiers sont par communauté. C'est une logique d'immigration. Oui. Ok. Ça, c'est. Oui, docteur. Dernier point, si vous permettez, nous allons faire également, Inch'Allah, notre ouvrage collectif avec les compétences qu'il y a. Ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Mais il y a aujourd'hui notre ami Ali Moussaï qui a fait un remarquable travail sur le génocide d'Aïcha. Un massacre reste un massacre, quelles qu'en soient les victimes. Donc, nous devons rendre hommage au travail qui a été fait par le docteur Ali Moussaï. Pourquoi pas faire par la suite des analyses croisées pour pondre un livre sur l'histoire de Djibouti des origines à nos jours. C'est-à-dire la décolonisation n'appartient pas uniquement qu'aux Afars, n'appartient pas uniquement aux Issa. Il faudrait arriver à dépassionner ce débat et à faire une histoire de Djibouti, Inch'Allah. Parfaitement. Ok. J'aimerais un peu... Mes amis, salam alaikum. J'aimerais intervenir. C'est là que je serais un peu, étant du Sud, j'ai une approche différente de cette approche, de cette perception de Zeyla, de ce qui s'est passé à Djibouti et tout ça. Et je vais un peu utiliser les sources écrites et les mémoires des traditions orales. Voilà. Tout comme le français, dans la tradition millénaire, on a utilisé Rome, Athènes, ça a toujours été des peuples, des villes peuplées par des étrangers que les autochtones eux-mêmes, je pense. Hein? Que ce soit Alexandrie ou n'importe quelle métropole qui rayonne. Et Zeyla, c'était un peu ça. Quant à la Grécie, les géographes de Grécie en parlent. On voit les Berberaouis, autant de Somalie, d'autres peuples, des Afars, des Adèles, qui sont les Afars, plusieurs, mais même d'autres ethnies qui sont mentionnées. Hein. Donc, mon approche, elle est simple. J'ai un peu enquêté, j'ai dit qui pourrait vivre dans cette espace. La toponymie, comme vous l'avez dit, elle est bien à part, exceptionnellement. Dorwale, Dora, ça vient de Dora. Dora, c'est la mare d'eau. Dora, Dorwale, parce qu'on dit que, comment on appelle ça, le catalogue français, Éloi Pinault aurait trouvé 2 sources d'eau permanentes, la source d'Omboli et de Dorale. Himboli, ça veut dire en affaire, Himbo, la mousse, c'est lui le possédant qui a la mousse, c'est-à-dire quand il y a justement la crue d'ouest d'Omboli, et on voyait la mousse dessus. Donc, première chose, Dorwa, dans la zone de Dorale, Dorwa, c'est le pluriel de Dora. D'accord? On a Dora aussi, comme on a Ouéa à côté de Sagalou, les villages de Sagalou, et on a Ouéa. Donc, il y a aussi Da'asio, Da'asabouzi, c'est une halte de Zeyla et une des haltes de la caravane Seraï. Parce que le français, pour venir, ils vont utiliser la route de Harar. Ils partent de Zeyla jusqu'à Harar et qui va vers la Grande Éthiopie. Mais il y a quelque chose qui échappe. Avant l'arrivée des colons français, il y avait une forme de cohabitation, mes amis. Et ça, c'est ma version. C'est vrai que les ados, tu trouves à côté de l'Akabé, les ados. Et les ados, c'est les ados. D'accord? C'est bien à part. C'est-à-dire eau limpide. Lait, c'est l'eau. Ado, blanche, limpide. Donc, même si on a Asamo, Intiela, Rakoubiela, Dabanas, il y a une partie rouge, ça veut dire. Donc, tout ça, même si on a PK20 qui s'appelle Asarasa, la tante, la grand-mère de ma tante, elle avait des dromadaires dans la zone de PK20. Mais la mère Dougoulé, elle a quitté Holhol en 1940. Sauf que je vais vous dire une vérité, les amis. Il ne faut pas qu'on tombe dans les pièges parce que c'est la zone sensible. Et c'est là qu'on n'est peut-être pas d'accord entre nous et nos frères Issa. Entre Ambado et jusqu'à Zéla. C'est là qu'il y a la tombe des discordes. Je vais un peu mettre d'accord tout le monde ce soir.
Cette zone, c'était une zone de cohabitation. Il n'y avait pas de rapport de conflit, de tension entre les Afars et les Issa avant l'arrivée des colonisations. Il y avait plus de tensions entre les Afars, entre Adoyamara et Samara, que nous et les autres. Je le dis, je le redis. Et il y avait plus de tensions entre Gadamoussi et Issa que Afar Issa. Ces conflits, Didier Morin mentionne dès 1868 le premier conflit Afar Issa, qui a été répertorié par mon grand-père. Et donc, j'ai demandé à Ogoulé, j'ai dit, ta mère, elle est née où? Il m'a dit, ma mère, elle est née à Vodro. Et à côté, il y avait un campement Issa et Devné qui cohabitaient. Donc, j'ai allé encore chercher. Mais quand il y avait la guerre entre Asayamara et Adoyamara, les Devnés, ils utilisaient les alliés, les Issa qui étaient à leur côté, qui se battaient de foi. Et tout comme Abou Bakr, le père d'Abou Bakr Pacha, Ibrahim Abou Bakr, ramenait les mercenaires yéménites pour combattre les Modaïtos. Donc, il y avait, si on essaye de se placer comme ça, les nomades, il n'y a eu jamais d'habitation, il faut se dire la vérité, que ce soit les Issa ou les Afars, dans cette zone, c'est une zone de non-manipulation. Pourquoi? Parce que les Afars transhumaient jusqu'à Zéla et la Borama. Arbaïm Balala, qui porte le nom du dispensaire Lermont, un de mes arrière-grands-pères, Arbaïm Balala, il est né à Borama. Ça ne veut pas dire que c'était un territoire de conquête, mais c'est tout ça, les nomades. Tant que vous ne concevez pas comment les nomades concevaient l'espace au 18e, 19e siècle, on devrait aller derrière l'eau et le meilleur pâturage. Les gens, que ce soit Issa ou Afar, couraient derrière le bon pâturage. Et donc, il n'y avait pas cette notion de territoire de l'État-nation qui nous a été inculquée par l'Occident, par la tradition gréco-romaine, judéo-chrétienne. Et c'est ça aujourd'hui, c'est ça qui frustre les crispations. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrête cette lecture de cette terre m'appartient, cette terre m'appartient pas. Non, chez les nomades, la terre c'était l'herbe et l'eau. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Et donc, mais si cette zone porte généralement des noms Afars, c'est normal, c'est la tradition Adal et les Afars qui constituent la grande milice armée d'Ahmed Goura. Mais nous ne trahissons pas, j'ai dit tout simplement, l'esprit d'Ahmed Goura. Ahmed Garan ou Ahmed Gouré, Ahmed Garan, c'est un gars qui a rassemblé toutes les communautés musulmanes de Basse-Terre. Et le gens, pourquoi aujourd'hui on retrouve des Somalis au nord de l'Érythrée, à Bouri, et tout ça? Pourquoi tu trouves des Abdullahi, des Sharmarki à Al-Hiba? Pourquoi aujourd'hui on a des Darod à Tadjoura? Pourquoi on a des Toumal à Tadjoura? Pourquoi on a des Afars dans le sud de la Somalie? Vous avez fait un excellent article sur les Afars dans le sud de la Somalie, les 3 tribus que vous avez mentionnées. J'aimerais que vous rappeliez ça. Parce qu'Ahmed Goura a réussi à imposer le concept de la Oumma. Et c'est vers là on doit aller à un moment donné. C'est-à-dire capable de nous entendre et utiliser l'histoire comme un moyen de réconciliation et non pas de division. Je vous dis que Zéla, c'était notre capitale des musulmans, Afar, Somalie, Oromo et d'autres. Mais après, il y a toujours quelqu'un qui a la prééminence. Les 44 ans de régime de Djibouti, c'est une prééminence tribale. Et dans chaque règne, il y a toujours une tribu ou une ethnie qui a une prédominance. Il fut à l'époque où les Afars ont été là, mais ce n'est pas pour autant une occasion aujourd'hui de nous tirer dessus. Il y a eu plus de partenariats, de collaborations en dehors de quelques affrontements, mais c'est la colonisation qui a crispé, qui a rendu mauvais les rapports entre nos communautés. Je parle de manière générale dans l'accord d'Afrique. Merci à vous. Merci à toi, Charlie. Quelque chose à ajouter, docteur, sinon je voudrais aller dans le sens de Charlie. Allô, docteur? Oui. Moi, je voudrais aller dans le sens de Charlie, au sens où il a raison. Il y a, comme le dit Sartre, la rareté crée la violence. Mais à partir du moment où les points d'eau et les pâturages suffisent à tout le monde, il n'y a pas de raison de se battre. Exactement. Et avec la sécheresse, que les points d'eau et les pâturages sont devenus des denrées si rares qu'il a fallu se battre et tuer pour y avoir droit et pour y avoir accès. Deuxièmement, avec la colonisation est venue une forme d'État qui distribuait des ressources. Il y a eu une monétarisation de l'économie, alors que les Bédouins vivaient de plus ou moins de troc, sauf pour ce qui est des villes Tadjoura, Zéla. C'est véritablement l'État, la structure coloniale a importé avec elle la rémunération, le salaire, Mouchahara. Et
là, il n'y avait pas de travail pour tout le monde, donc il y avait une forme de violence. Ce n'est pas un hasard si les premiers conflits intercommunautaires ont eu lieu dans la capitale Djibouti et pas en brousse, par exemple. Voilà. Je crois. Donc, d'où la nécessité encore plus de faire un travail avec nos amis des autres communautés. Exactement. Exactement. Inch'Allah. Merci, Cassim. Juste deux points, Cassim. Il faut savoir qu'Oborgville n'était pas uniquement habité par des Afars. Il y avait des Égyptiens, des Soudanais, et des Somalis. Il y avait beaucoup de Somalis, dont Adjidide, M. Robles, qui est le premier instituteur aussi à Obok. Il y avait beaucoup de Somalis qui à Obok. Ça, il faut rappeler, parce que c'est des villes mixtes. Hein. D'accord? Deuxième chose, les situations intercommunautaires ont lié parce que les populations dites halogènes, hein, ou Torah et trucs, ce sont les Issars, les Gadabouti, les Arabes, les Soudanais et autres, ils ont été proches de l'administration coloniale. Les Afars et les Issars, à part le premier qui sont rentrés et qui n'étaient pas nombreux, quand ils viennent après la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est la paupérisation, c'est l'embargo, et quand ils viennent travailler, ils ont pris du retard, un énorme retard économique. Il n'y a plus de place pour eux. C'est ça qui va créer l'erreur intercommunautaire, parce que, justement, les salaires réduits, il n'y a pas assez de travail, et ça va aboutir, déchaîner sur l'autochtone et l'allogène. Merci. Charlie, excuse-moi, docteur, juste un point de détail. Je crois que de crispation, la première forme de crispation entre les communautés est venue avec le référendum de 58, c'est-à-dire avec le rattachement, avec la menace, de la peur du rattachement à la Somalie. À la Somalie. Voilà, je crois. Ouais. Alors qu'en 67, mais tout ça, en 67, justement, on devait en parler, on n'a pas eu le temps. En 67, les Afars et les Somalis se sont réunis pour savoir quel type d'accueil réservé à Charles de Gaulle. Et quelque temps avant Charles de Gaulle, il y avait le général Biot qui était venu à Djibouti, qui avait été très bien accueilli. Et les gens s'étaient entendus pour aller progressivement vers l'indépendance. C'était 67. C'était trop tôt. En fait, c'était trop tôt pour les Afars que la France, pendant un siècle, avait ostracisé. Il ne faut pas l'oublier. Donc, les Afars avaient un tel retard au niveau Kassim. Oui. Oui. Kassim, la France, il ne faut pas, nous, les Afars, qu'on accuse les Issa du drame que les Français nous ont fait subir. C'est-à-dire, quand tu appelles un territoire habité à 90% par des Afars, quête française de Somalie, c'est la France qui a commis un crime contre les Afars et non pas les Issa. Il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis, il ne faut pas qu'on se trompe de coupables. Charlie, et quand ils vont essayer de dire... Charlie, excusez-moi, on dit la même chose. Moi, je dis toujours aux Afars, les vrais ennemis des Afars, c'est la chrétienté éthiopienne et la chrétienté européenne. Il ne faut pas oublier que... Exactement. Et quand ils ont dit TFAI... Il ne faut pas oublier que Théodros et Johannes avant lui distribuaient des permis de tuer les Afars et que des tribus entières d'Afars se sont christianisées ou alors portaient une croix sur le front. Une croix sur le front. Et la chrétienté européenne, d'abord portugaise, après française, est venue en renfort à la chrétienté éthiopienne. Non. Nos alliés objectifs, ce sont les musulmans, Somalie, Exactement, c'est ce que j'ai dit. Kassim, je te rajoute un argument important. Oui. Là, il n'y a pas eu que ce soit les Somalis ou les Issa de manière spécifique ou les Afars, il y a eu des résistances contre l'ordre colonial français, mais à des périodes différentes. Moi, quand j'essaie de classer l'histoire du pays, il y a d'abord une histoire de la résistance contre la France par les Afars de 1862 jusqu'à 1950. Ensuite, il y a l'histoire de la lutte pour l'indépendance par les Somalis. C'est vrai qu'en majorité, en dehors, c'est vrai qu'on n'était pas nombreux, parce que les Afars avaient peur d'être somalisés ou éthiopianisés. Donc, ils ne se sont pas vraiment farouchement battus pour cette indépendance, dans la mesure où ils craignaient d'être somaliens ou éthiopiens. Il faut contextualiser. Il faut contextualiser, parce que là, on est après la Seconde Guerre mondiale. Hein? Non, je généralise un peu, je te coupe un peu l'histoire en trois. Et puis, il y a à partir de 1900, à partir des 90, il y a la lutte. Oui, après 90, il y a la lutte pour la démocratie, 1968, le combat pour la démocratie.
contre la dictature que les Afars vont mener jusqu'au multipartisme intégral. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait justement, qu'on sache à un moment donné qu'il y ait des concordances entre nos histoires. Merci. Docteur, le mot de la fin. Moi, ce que je veux dire, c'est que la colonisation n'a concerné que la ville de Djibouti. Comme tu l'as bien dit, Kassim, dès le début, Exactement. la colonisation n'a concerné que la ville de Djibouti. Et la lutte pour l'indépendance n'a concerné que la ville de Djibouti. Et toute la richesse, toute l'administration coloniale n'a été qu'à Djibouti. Ils ne sont jamais sortis de Djibouti qu'à partir de 1958. Vous voyez? Donc, pour revenir un peu sur ce qu'a dit Charlie, c'est le contexte qui explique la revendication de l'indépendance sous une autre forme. Parce qu'à partir de 1945, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, les partis politiques sont créés, il y a là une libéralisation, il y a les élites djiboutiennes qui commencent à dire, les mots indigènes, halogènes, machin, on veut nos droits. Et ensuite, en 1958, lorsque la Somalie, en fait, c'est la Somalie qui demande l'indépendance dans les années 58, lorsque la Somalie demande l'indépendance, Mahmoud Harbi veut anticiper sur la Somalie. Il veut créer une république de Karambol, Ras Kamboli, à Ras Dumera. Il veut anticiper sur le. Lui, c'est pas l'indépendance. En fait, c'était à la mode à l'époque. Oui. Concept de la Somalie, c'était dans les années 60. Donc, c'était un peu à la mode. Et quand a demandé cette indépendance, moi je vais finir par là. En fait, tout en étant avec la France, tout en gouvernant le reste de Somalie, vous voyez, et cela a créé l'animosité aussi bien de l'Éthiopie, de la France que des Afars. Voilà comment. Mais par la suite, comme vous le dites, ça a créé la frustration des Afars. C'est la première frustration historique. Oui. Les Afars est l'une des premières. Voilà. Oui. On récapitule alors. Oui, Charlie. Oui, juste un truc. Donc, il y a d'abord le déni des Afars de 1896 jusqu'à 1967. Et après, il y a le déni des Somalis. CFAI, quand ils disent, ils vont rejeter les autres Somalis, parce que Siad Barre est un grand partisan de la libération de Djibouti. Donc, on frustre les Somalis. C'est une division interne entre Ita et les autres Somalis. C'est encore plus frustrant. Hein? Donc, on a joué sur ça, et c'est la France qui a joué sur ça. Il y a eu des tentatives, des lueurs d'espoir. Quand 49 ou 48, lorsqu'il y a eu le premier club d'Ankali et Somalie, avec Mahmoud Harbi, Hassan Hanfali, Ahmed Dini, il en parle hein, lors de ces meetings. Il y a ensuite le PNP et le UDA, Union démocratique Afar, et de Moussa Ahmed Idriss, qui ont été les deux partis interdits en 1966 après la manifestation contre le général de Gaulle. Ils ont fait ensemble. Il y a eu toujours ces tentatives, justement, de rassemblement. Et il faut qu'on arrive, qu'on essaye de prendre le bon exemple de l'histoire et d'aller vers ça. Merci à vous. Merci à toi. Merci tout le monde. Nous espérons avoir fait utile ce soir. On remettra le couvert bientôt en langue afar et plus tard, Inch'Allah, préparer l'ouvrage collectif. Merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.